Pont-Neuf, Shlomo Malka. Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf aujourd'hui, Michel Sartre pour un livre intitulé « Vous, Donna Gracia » paru aux éditions Mialet Barreau. Michel Sartre, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Je vous présente, vous êtes romancière, vous êtes essayiste, biographe, auteur de nombreuses biographies, dont celle de Colette et aujourd'hui celle de Donna Gracia. Alors, Gracia Nassi ou Béatrice de Luna ou Donna Gracia est née en 1510 à Lisbonne. Elle est une figure de la Renaissance, descendante des Mendes et des Benveniste. Qu'est-ce qui vous a attiré dans son parcours ? Alors, ce qui m'a attiré, c'est que c'est une femme exceptionnelle. Il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire, parce que, comme vous savez, les femmes ont été invisibilisées. Mais Donna Gracia, elle, a été rendue visible par son action au siècle de la Renaissance au service de son peuple, c'est-à-dire à la fois le peuple juif et aussi les maranes qui sont en quelque sorte une excroissance du peuple juif. Je pense qu'on en reparlera. En même temps, j'ai choisi Donna Gracia parce que ce livre est le troisième d'une trilogie qui raconte l'histoire de ma famille. D'abord, l'histoire de ma mère, née à Salonique, qui a traversé les épreuves de la Shoah. L'histoire de ma grand-mère, Marie Jérusalemi, roumano-bulgare, qui a disparu à Auschwitz. Et enfin, Donna Gracia, que je considère comme mon aïeule adoptive idéale, celle à laquelle je m'identifie. Et en quelque sorte, elle est la troisième de cette lignée de femmes fortes que j'ai voulu faire sortir des ténèbres de l'histoire. Alors, il y a écrit roman en tête du livre, mais c'est l'histoire donc de Donna Gracia que vous avez racontée, en restant proche, j'imagine, des sources historiques. Oui, alors je raconte l'histoire de Donna Gracia. Enfin, il y a encore une autre raison de raconter cette histoire. Je la raconte de mon point de vue à moi. Le livre s'appelle « Vous, Donna Gracia », donc je l'interpelle en quelque sorte, et je l'interpelle à partir de ma propre histoire. Moi-même, je suis née à l'époque au moment de la déclaration de guerre. J'ai eu une enfance cachée. J'ai su très tard que j'étais juive parce que j'ai été baptisée à la fin de la guerre. Et je m'identifie en ce sens aussi à Donna Gracia, qui a été une marane, c'est-à-dire une femme née chrétienne et qui, par un périple tout à fait extraordinaire, a réussi à rejoindre l'Empire ottoman où elle a pu redevenir juive. Alors, vous écrivez « Au jour J de l'Exode, les Juifs commencent à quitter la Castille et l'Aragon par mer vers l'Italie, les Flandres, le Maghreb, le Moyen-Orient, par terre vers le Portugal et la Navarre. Toutes ces cohortes du Seigneur, écrit Joseph à Cohen dans La Vallée des Pleurs, les exilés de Jérusalem en Espagne quittèrent cette contrée maudite le 5e mois de l'année 7252 et de là se dispersèrent aux quatre coins de la planète. C'est donc l'histoire de l'exode des Juifs d'Espagne que vous racontez, sans oublier que chaque famille, vous le notez d'ailleurs, a remporté la grosse clé de la maison. C'est un mythe, en tout cas. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, c'est ce qu'on se disait. On se disait qu'on avait transmis cette clé de génération en génération afin un jour de revenir. Ce qui d'ailleurs s'est produit puisque grâce à la loi du retour de 2015, les juifs séfarades sont revenus, quand ils le voulaient, à leur patrie d'origine. On oublie d'ailleurs de dire que le sort des Juifs et des musulmans a été le même à l'époque. Oui, enfin un petit peu plus tard, c'est vrai que les musulmans, à leur tour, ont dû se convertir ou partir. Et plus tard encore, ceux qui étaient convertis ont été persécutés par l'Inquisition, comme les maranes espagnols ou portugais.
Il y a une jolie expression qu'on trouve dans votre livre, un musée vivant de l'Espagne du XVe siècle. Vous dites que la mort dans l'âme, juifs et espagnols à la fois, ils emportaient toutes ces images, us et coutumes, langues, proverbes, musique, romances, contes. Ils ignoraient qu'ils constitueraient ainsi un musée vivant de l'Espagne du XVe siècle. Oui, c'est Sefia qui a eu cette parole. Effectivement, en partant, ceux qui ont choisi de ne pas se convertir et de s'exiler pour rester fidèles à leur religion, ceux-là, eh bien, ils ont emporté avec eux toute la culture de l'Espagne où ils avaient vécu pendant des siècles, et en particulier la langue qui est devenue au cours des siècles ce qu'on appelle aujourd'hui le ladino, en fait le judéo-espagnol, le juif, le espagnolico muestro, comme on disait chez les séfarades bulgares. Donc cette langue espagnole du XVe siècle, XVIe siècle, eh bien, elle est devenue une autre langue grâce à cette population de juifs qui ont traversé toutes les épreuves de la conversion et du retour au judaïsme. La figure de Dona Gracia dans le roman a une dimension importante. Vous vous adressez à elle tout au long du roman et ce qui est propre à son parcours, c'est qu'elle va venir au secours des Juifs persécutés dans toute l'Europe. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que vous parlez du départ des Juifs d'Espagne à partir de 1492. Certains de ces Juifs, dont la famille de Dona Gracia, a trouvé refuge au Portugal voisin. Moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, parce que c'était une famille fortunée. Et puis, le roi du Portugal les a accueillis. Et quelques années plus tard, le roi du Portugal a voulu épouser la fille des rois catholiques. Et la fille des rois catholiques lui a dit « D'accord pour t'épouser, à condition que tu te débarrasses de tes juifs, comme nous l'avons fait en Espagne. » Alors, comme il n'avait pas très envie de les expulser, pour des raisons financières évidentes, il a résolu de les convertir de force. Et donc, il y a eu, en 1497, un épisode qui n'est pas très connu, d'une conversion de force, d'une violence extrême, inouïe, où les Juifs qui étaient rassemblés sur la place du Rocio à Lisbonne ont été convertis, leurs enfants leur ont été arrachés, on a versé de l'eau bénite sur leurs enfants, ils ont tué leurs enfants avec des pierres pour les empêcher de se convertir. Enfin, ça a été quelque chose d'abominable. Et j'ai découvert, dans un passage très peu connu de Montaigne, des essais de Montaigne, une évocation de cette conversion de force, où Montaigne explique que il est très difficile de se décirconcire, et évidemment, on y voit la trace des origines potentielles de Montaigne. De Montaigne, oui. Effectivement. Et même, dit-on, de la Boétie. Vous ne le dites pas, mais c'est une thèse qui a couru oui, absolument, aussi. Qui court encore, oui. Alors, vous appelez ces nouveaux, ces maranes, ces convertis de force, vous les appelez des Juifs du silence. Vous savez que c'est une expression qu'avait utilisée Elie Wiesel pour les Juifs russes. Oui, oui. C'est une expression que j'aime beaucoup, que je préfère à celle de marane, parce que l'étymologie du mot marane n'est pas très, très connue. On dit quelquefois que ça vient du mot marano, qui veut dire cochon en espagnol. J'aime bien cette expression de juif du silence que je m'applique à moi-même, puisque moi-même, après la guerre, baptisée et en toute connaissance de mes origines juives, j'ai décidé, sur l'injonction de ma mère, de rester dans le silence sur mes origines. Et j'y suis restée dans ma vie et dans mon œuvre aussi pendant très longtemps, jusqu'à ce que j'en sorte pour écrire ces livres. Donc, vos origines qui commencent à Salonique. Qui commencent à Salonique. Je dis ça parce que oui. nous avons notre ami Serge Benaderet, qui est aussi
originaire de Salonique. Et voilà. Et chez vous, c'est. Alors, vous avez parlé vous découvrez la dimension marane chez un certain nombre d'écrivains comme Montaigne, mais comme la Boétie peut-être. Mais vous découvrez aussi une dimension marane dans l'œuvre de Proust, ce qui est plus inattendu. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai découverte. Je connais bien le milieu proustien et je sais qu'on a parlé récemment, très récemment, d'une allusion possible au Zohar dans l'œuvre de Proust. Mais il semblerait que les proustiens ne sont pas du tout tous d'accord sur ce résultat. C'est la thèse en tout cas d'Antoine Compagnon qui a parlé beaucoup de ces quelques lignes tirées du Zohar dans l'œuvre de Proust et aussi sa visite, les cailloux qu'il déposait à la tombe de son grand-père. Alors, on croise beaucoup de personnages, Edith Stein, Sainte Thérèse d'Avila qui est très présente, Joseph Nassy évidemment, mais celle qui est au centre de l'histoire, ça demeure Donna Gracia. Oui, alors Thérèse d'Avila, ça a été important pour moi, pour des raisons littéraires, parce que je voulais établir une espèce de contrepoint au personnage principal qui est Donna Gracia. Et j'ai découvert que je ne le savais pas, en fait, que Thérèse d'Avila était fille de convertie elle-même, que son grand-père était juif, qu'il avait été martyr, enfin, il n'a pas été brûlé, mais enfin, il avait été donc victimisé dans un autodafé de génération avant. Et donc, j'ai voulu suivre d'une certaine façon les pistes de ces deux femmes, toutes les deux contemporaines, puisque Thérèse d'Avila a seulement 5 ans de moins que Donna Gracia, et toutes les deux filles de convertis. L'une devient l'une des plus grandes saintes de l'Église catholique, et l'autre devient une espèce de sainte juive qui a œuvré pour sauver des vies, les vies des Juifs et des maranes, et ça c'est très important, c'est-à-dire des nouveaux chrétiens persécutés par l'Inquisition. Je crois qu'il faut insister sur le fait que l'Inquisition s'en prenait aux nouveaux chrétiens et pas aux juifs. Les juifs étaient en général, suivant les régions, relégués dans des ghettos ou complètement chassés, comme en France, mais il y avait ces nouveaux chrétiens qui avaient été convertis plus ou moins de force, et c'est à eux que s'en prenait l'Inquisition, qui essayait de démontrer que c'était des hérétiques et qui en profitaient pour s'approprier leurs biens et quelquefois les brûler sur les bûchers des autodafés. Alors, vous notez aussi le caractère romanesque de cette histoire des maranes. Il n'existe pas dans les annales de l'humanité d'histoire tout à la fois plus dramatique et plus romanesque que celle des maranes. Mais oui, c'est très romanesque parce que les maranes vivent dans la dualité. Ils sont chrétiens d'apparence et ils sont juifs. Alors, il y a une assez belle expression pour les désigner: catholiques sans foi, juifs de vouloir, et juifs sans savoir et juifs de vouloir. Catholiques sans foi, juifs sans savoir et juifs de vouloir. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'apparence est chrétienne, l'apparence est catholique, et en secret, dans les souterrains de leur cave, qui étaient aménagés pour servir de synagogue, de temple, eh bien, ces maranes pratiquaient autant qu'ils pouvaient le rituel juif, sans le connaître complètement, parce qu'il n'était transmis que par bribes. Donc, ils étaient juifs sans savoir, mais juifs de vouloir. Alors, vous dites aussi que le décret d'Alhambra, censé éradiquer le judaïsme, est demeuré jusqu'au XXe siècle. Et en fait, jusqu'à la repentance promulguée par le roi Juan Carlos. Oui, alors il y a eu la repentance du roi Juan Carlos, et il y a eu, c'était à peu près au moment où on commémorait l'anniversaire de l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, donc 1992,
Et puis, beaucoup plus tard, il y a eu, dans les années 2015-2016, au Portugal d'abord, puis en Espagne, une loi du retour, dont je parlais tout à l'heure, qui a permis aux Juifs qui pouvaient prouver leurs origines espagnoles ou portugaises, séfarades, de pouvoir avoir un passeport espagnol ou portugais. Et beaucoup l'ont fait. Beaucoup l'ont fait. Et ils sont devenus européens, donc en même temps que espagnols ou portugais. Beaucoup, ça veut dire combien? Combien vous pensez que... Je n'ai pas de chiffre exact. Je sais que Assouline a écrit un livre là-dessus qui s'appelle Séfarade. Oui. Lui-même où il a raconté son propre retour sur les traces de ses... Et c'est pas un juif marane, c'est un juif descendant des juifs exilés d'Espagne. Oui, c'est ça oui. Et de toute façon, les maranes, quand ils sont arrivés dans l'Empire ottoman, comme l'a fait d'ailleurs Donia Gracia, ils sont devenus, on ne peut pas dire redevenus, mais ils sont devenus juifs. La première chose qu'a faite Donia Gracia, après ce long périple qu'il a mené de Lisbonne, où venait de s'installer l'Inquisition et qu'elle a fui, jusqu'à Anvers, les villes italiennes de Venise et de Ferrare, puis ensuite l'entrée dans l'Empire ottoman par Raguse et le passage par Salonique. Et évidemment, pour moi qui suis d'origine salonicienne, par ma mère, c'était important de nourrir ce passage romanesque de Donia Gracia à Salonique. Elle y est restée, elle y est passée réellement. Puis ensuite, Constantinople, où là, elle a décidé d'abandonner le christianisme et de redevenir elle-même, c'est de devenir elle-même, c'est-à-dire juive. Et elle s'est convertie et elle a pris un autre nom. Ce qui est important aussi, c'est de considérer que ces juifs convertis, en changeant de religion, on leur imposait un nouveau nom. Donc cette famille benveniste, qui est d'ailleurs le nom de ma famille maternelle, cette famille benveniste est devenue au Portugal la famille Mendes. Mendes comme Mendes France. Comme Mendes France, oui. Qui était travaillé beaucoup par ce problème de ses origines portugaises. Oui, et il probablement a laissé marane. Probablement marane. Il a laissé des valises entières d'archives sur sa propre famille, sur le parcours de sa propre famille, qui est un peu la vôtre. Oui, bien sûr. Donc, on ne sait pas. Effectivement, on ne sait jamais très bien parce que Mendes, ce n'est pas un nom juif, c'est un nom de converti. Oui. Donc, ce sont des noms bivalents. C'était Mendes de Franca, devenu Mendes France. Absolument. Donc, ce problème des maranes, c'est la dualité. C'est la dualité du nom, c'est la dualité de la religion, c'est la dualité de la culture. Et c'est une dualité qui, j'essayais de le montrer un peu vers la fin du livre, quand j'évoque la destinée de Joseph, qui s'est appelé d'abord João Miques, quand il était portugais. Il est le neveu de Donia Gracia. Et comme elle s'appelait Béatrice de Luna. Le neveu un peu amoureux, non? Oui, alors il est aussi... Alors ça a été dit qu'il y avait eu une relation amoureuse entre eux, mais ça c'est la partie romanesque sur laquelle que j'ai développée en quelque sorte, et qui a été développée aussi par d'autres romanciers d'ailleurs et romancières. Donc João Miques, portugais, chrétien, nouveau chrétien, devient à Constantinople Joseph Nassi, et il sera nommé par le sultan ottoman duc de Naxos et des Cyclades. Donc là aussi, il y a et ça c'est très romanesque, ces changements de nom, ces secrets, des secrets de famille plus ou moins, le nom. Et ça l'est resté d'ailleurs, je crois, aujourd'hui dans la période contemporaine. Découvrir le nom, c'est découvrir l'origine. Absolument. Je rentre d'ailleurs d'Espagne, comme je vous l'ai dit au téléphone, j'étais à Madrid. Et je n'étais pas à Malaga, mais j'ai découvert à Madrid que Malaga était à l'origine de mon nom de famille. Malka, c'est des Phéniciens qui se sont installés au 7e siècle et sous le nom de Malacca,
avec 2 K ou Malka avec un C, et l'origine est Malaga. Donc, ce que nous avons, pardon de cette incise, ce que nous a toujours dit notre père, à savoir que nous sommes à l'origine de Malaga, c'est confirmé à travers des guides que j'ai pu voir ici et là. Oui, alors donc vous êtes de Malaga, Donia Gracia. Je ne suis pas juif marane, mais oui. je suis pas descendant de juifs marane, mais je suis descendant de juifs d'Espagne. Oui, Donia Gracia venait de Saragosse. Moi, je sais que certains de mes ancêtres venaient de Tolède. Oui. Nous sommes... tout le monde n'est pas passé par le Portugal. Hein. Oui. Je crois qu'il faut bien marquer le fait qu'il y a une différence entre les Juifs qui ont choisi de quitter l'Espagne pour ne pas avoir à se convertir, et les Juifs qui ont été convertis de force au Portugal et qui sont devenus ensuite, plus encore qu'en Espagne, des maranes. Parce que quand on est converti de force, on n'a pas très envie de croire dans la religion qu'on vous a imposée. Donc c'est le cas de Donia Gracia. Mais ce n'est pas probablement votre cas ni le mien. Alors il y a beaucoup effectivement d'histoires de maranes. Vous auriez pu ajouter Cervantes, dont on a dit qu'il était marane, je ne sais pas si... Je l'ai mentionné. Vous l'avez mentionné. Oui, je l'ai mentionné à propos de la bataille de Lépante, puisque j'ai évoqué la bataille de Lépante, à laquelle Joseph Nassy a beaucoup contribué, côté ottoman, et j'ai indiqué que Cervantes s'y trouvait, que Cervantes était peut-être lui aussi un descendant de juifs convertis. Et Christophe Colomb aussi, non? On en a parlé aussi. Oui. Tout ça reste encore très, très incertain. Mais plus on creuse, plus on avance dans l'histoire, les ADN, etc., et plus ça se vérifie. Oui, pour Cervantes, en tout cas, il y a une calle Cervantes, une rue Cervantes, où se trouve la maison de Lope de Vega. Donc tout ça est encore très présent aujourd'hui en Espagne. C'est très présent, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a fait cette loi du retour. Je crois que les Espagnols ont pris conscience. Qui a été reprise par le roi actuel, qui a été reprise. Oui, ça a continué, mais je crois que maintenant les démarches sont faites. C'est un peu terminé. Eh bien, merci Michel Sard. Je me rappelle le titre de ce livre, Vous, Donia Gracia, aux éditions Maillet-Barreau. C'était Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité des livres. Bon dimanche à tous.